Bonjour à tous. Alors, la constipation et le fécalome sont fréquents chez le chat. Ça fait partie des cas cliniques les plus embêtants et enquiquinants. On va parler de l'intérêt de l'alimentation gastro-intestinale biome après la prise en charge d'un fécalome chez le chat afin d'optimiser les suites et d'améliorer le suivi. Alors tout d'abord, on va revenir à ce que c'est que la constipation et la genèse du fécalome, le continuum pathologique qui culmine vers cette atteinte. Rappelez la démarche clinique lorsqu'on a un fécalome chez un chat, les choses à rechercher en priorité, et à l'aide d'une mise en pratique illustrer la prise en charge technique et ensuite l'accompagnement diététique. Alors, avant toute chose, on va rappeler ce signe clinique, la constipation, caractérisée par une difficulté à émettre des selles, une diminution de la fréquence d'émission des selles, avec quelques épisodes résolutifs, et globalement un symptôme qui nécessite une prise en charge médicale et diététique. Elle s'oppose, ou entre guillemets, elle se complique d'une occlusion ou obstipation, terme en anglais, qui est caractérisée par un arrêt permanent du transit, donc absence d'émission des selles, et qui culmine vers une évolution irréversible avec dilatation des fibres du côlon. On appelle ça le mégacolon. Ça nécessite une hospitalisation, des soins, parfois même des soins chirurgicaux, qui sont incontournables. Alors, le mécanisme pathologique qui aboutit au mégacolon consiste soit en une hypertrophie, soit en une dilatation du côlon. Globalement, la première phase d'hypertrophie, c'est lorsque le côlon arrive à accumuler la distension et l'accumulation de sels, cette coprostase qui ne dépasse pas un seuil critique, et lorsque cette coprostase dépasse un seuil de tolérance des fibres musculaires du côlon, malheureusement, la distension de ces fibres entraîne une dilatation colique irréversible. L'hypertrophie colique est souvent due à des causes obstructives. Elles peuvent être endoluminales, très rarement un corps étranger colique. Pariétale, la possibilité d'une masse, qu'elle soit inflammatoire, granulomateuse, néoplasique. La possibilité d'une sténose, d'une atrésie colorectale, notamment congénitale. Et ensuite des compressions extraluminales, la présence d'une masse rétropéritonéale, d'une organomégalie, notamment une prostatomégalie chez le chien, ou d'une adénomégalie rétropéritonéale, en se rappelant que n'importe quelle atteinte ostéo-articulaire marquée de la filière pelvienne avec un cal osseux exubérant peut entraîner une compression du côlon et cette constipation. La dilatation colique appelle une origine fonctionnelle qui est caractérisée soit par les atteintes douloureuses entraînant l'absence d'émission de sels par rétention, le chat se retient de faire des selles, les atteintes ostéo-articulaires type arthrose, spondylose, les atteintes cutanéo-muqueuses au pourtour des marges anales, les fistules périanales chez le chien, les abcès de glande anale, les colites, les plaies et également les urolites ou les maladies du bas appareil urinaire chez le chat qui peuvent entraîner une rétention certes urinaire mais également fécale. Les atteintes nerveuses dominées par les myélopathies thoracolombaires ou lombosacrées et les déséquilibres métaboliques appelant la néphropathie chronique à suspecter, une déshydratation, une hypokaliémie, une hypomagnésémie, voire une hypothyroïdie. Et enfin, puisque chez le chat, c'est quand même quelque chose que l'on rencontre fréquemment, le mégacolon peut être idiopathique dès lors que toutes les causes préalablement citées ne sont pas mises en évidence. Il s'agit d'une dysfonction irréversible des fibres musculaires lisses qui entraîne une atonie et une accumulation perpétuelle de sels. Les données de la littérature indiquent que le mégacolon idiopathique représente 60% des cas. Les atteintes pelviennes, un quart des cas. Et ensuite, on retrouve les atteintes nerveuses, les anomalies du chat Manx, sacrococcygienne, les causes métaboliques et les causes post-opératoires. Également, on retrouvera des masses infiltrant le côlon, pouvant entraîner une obstruction, et secondairement, malheureusement, l'accumulation de sels irréversibles. Les premiers signes cliniques spécifiques rapportés par les propriétaires associent une dyschésie, un ténesme fécal, des épreintes, possiblement une diarrhée liquide et suintante, tout simplement parce que le contenu au pourtour de ce magma lié à la coprostase peut quand même finalement s'écouler de part et d'autre et générer des sécrétions. Les signes secondaires sont globalement des signes généraux liés aux perturbations électrolytiques, à la déshydratation, à la douleur. Il s'agit d'une dysorexie, d'une anorexie, de vomissements et surtout d'un inconfort viscéral.
Alors, on va parler de constipation et d'occlusion et de la démarche à mettre en œuvre. Grosso modo, il faut réaliser une évaluation nutritionnelle. Elle est primordiale et indispensable. Un interrogatoire alimentaire rigoureux doit être effectué. On évalue la digestibilité de l'aliment qui est donné, l'apport en fibres, le type de fibres dans l'alimentation, la possibilité d'éléments inappropriés dans l'alimentation, tels que des os, des éléments tissulaires, des trichobézoaires notamment chez le chat, et l'accès aux points d'eau et l'hydratation. On réalise ensuite une évaluation médicale et anamnestique complète. On vérifie les antécédents du chat, absence de traumatisme, absence de chirurgie viscérale ou d'ostéosynthèse pelvienne notamment, le caractère sédentaire, la possibilité de mettre en évidence à l'examen clinique un état de faiblesse et une éventuelle déshydratation liée à des vomissements chroniques par exemple ou une autre maladie. Et enfin, au regard des atteintes générales, on effectue une palpation abdominale, un examen orthopédique rigoureux et un examen nerveux. Le toucher rectal est indispensable et il ne doit jamais être oublié. Si le chat n'est pas coopératif, dès lors qu'on va réaliser des examens sous sédation, il ne faudra pas oublier d'y procéder. Le point de départ chez ces chats, c'est de réaliser un bilan sanguin, hématologique, électrolytique et biochimique. On recherche toute perturbation qui a été mentionnée précédemment. On réalise également une évaluation radiographique abdominale caudale, une radiographie qui doit être effectuée dans les meilleures dispositions possibles, notamment avant et après avoir réalisé une vidange du côlon. Au-delà de la radiographie, c'est ensuite parfois le bilan endoscopique qui va nous permettre d'avoir des réponses à nos interrogations, et notamment la coloscopie après préparation, à la recherche, comme vous le voyez ici, de l'existence d'une masse pariétale qui peut être à l'origine de l'obstruction colique et secondairement de l'accumulation de sel, ou d'une lésion inflammatoire. Ici, sur cette vidéo, vous voyez bien une masse rectale qui est significative et qui entraîne une occlusion subtotale de la lumière et qui expliquait chez notre chat pourquoi il y avait une constipation importante aboutissant à un mégacolon. L'examen scanner peut également être utile, notamment lorsqu'il existe une masse qui est extraluminale et qui comprime le côlon. Et lorsque cette masse, comme dans le cas de chez ce chien-là, est une masse prostatique, elle envahira significativement la filière pelvienne dans la cavité rétropéritonéale. Elle doit être caractérisée et possiblement faire l'objet d'une prise en charge si cela est réalisable. Alors au-delà de la démarche qui associe examen biologique, radiographie, possiblement endoscopie ou scanner dans les cas les plus aboutis, on va parler d'un cas clinique, le cas clinique de Finette. En Finette, c'est une minette de 13 ans. Elle est présentée pour son second épisode de constipation. Elle a vu un confrère précédemment, 3 semaines avant, et elle présente une coprostase marquée. Elle arrive, elle est très abattue, sa radiographie montre donc une accumulation de sel dans le côlon. On se rend compte que la seconde radiographie qu'on effectue nous montre effectivement cette accumulation très importante et qu'à l'occasion de notre contrôle après 24 heures de soins, la coprostase est toujours aussi marquée. Finette présente un bilan biochimique, un bilan électrolytique normaux. Pas de néphropathie, pas d'hypokaliémie, pas de perturbation évidente. Elle n'a pas eu de traumatisme, donc a priori sa filière pelvienne est intègre et les radiographies réalisées nous permettent de conforter cet élément. Elle ne présente pas d'anomalie clinique autre et donc on réalise initialement une échographie abdominale. Cette échographie révèle l'existence d'une paroi colique un tout petit peu plus épaisse que la normale. Et puisque Finette est une candidate quand même après avoir reçu son lavement à une coloscopie, dans le cadre de la recherche d'une éventuelle masse qui serait passée inaperçue à la fois à la radiographie et à l'échographie abdominale, puisque le côlon est très difficile à évaluer à l'échographie, on réalise une coloscopie qui révèle chez elle une discrète inflammation caractérisée par la proéminence de la vascularisation sous-muqueuse qu'on visualise aisément sur la première diapositive tout à gauche, et c'est à peu près tout. Alors la prise en charge de Finette appelle la réalisation d'un lavement colorectal. Pour la procédure, on va quand même rappeler quelques éléments. Il est idéal d'employer un soluté cristalloïde isotonique du sodium et pas de l'eau pure. Le ringerlactate ou le NaCl 0,9% seront employés idéalement. On va réaliser une complémentation en chlorure de potassium, soit à 20 mini-équivalents par litre pour du ringerlactate, soit à 28 mini-équivalents par litre pour le chlorure de sodium, tout simplement pour éviter qu'à la faveur du passage de fluide à travers la paroi colique, la patiente subisse finalement
une arrivée d'eau pure et un déficit en potassium, entraînant une hypokaliémie. Le soluté sera idéalement tiédi également afin d'éviter une hypothermie et le volume est entre 5 et 10 ml par kilo pour le lavement. On n'oublie pas d'administrer préalablement la procédure du maropitant afin d'éviter les énormes nausées induites par type de lavement et le malaxage, le massage abdominal, et de la buprenorphine ou un autre opioïde afin d'éviter aussi le tableau de douleur, notamment après la procédure. Rappelons que, par habitude, certains confrères proposent l'emploi de paraffine. Or, cet élément-là n'a pas fait ses preuves. Il est par ailleurs irritant. C'est une raison pour laquelle il peut être déconseillé de l'employer. Donc la procédure que vous voyez sous vos yeux appelle finalement la réalisation d'un massage abdominal après avoir administré le fluide. Et ce massage permet de concasser les différentes concrétions et le bloc global permettant de sortir morceau par morceau, comme vous le voyez si agréablement ici, des conglomérats de sel. Donc après, dans l'idée, l'objectif c'est quand même de suivre Finette et d'éviter les récidives. Donc la prévention médicale des récidives appelle à l'emploi de certains laxatifs qui ont différentes caractéristiques et qui sont répartis selon différentes catégories. Alors tout d'abord, l'emploi de laxatifs émollients tels que Docusate, rarement utilisé en médecine vétérinaire. A l'inverse, la paraffine, un lubrifiant très utilisé bien que possiblement irritant. D'autres qui sont régulièrement utilisés associent les laxatifs osmotiques tels que le lactulose ou le lactitol, respectivement le Dufalac et l'Importal. Et enfin, le bisacodyl, qui est un laxatif stimulant, le Dulcolax, peut être également administré en phase de purge ou immédiatement après la réalisation des soins. Alors, au-delà des laxatifs, c'est également la prise en charge diététique qui permettra d'éviter les récidives. Pour prévenir les récidives, on va rechercher un aliment qui va être adapté. Cet aliment, le gastro-intestinal biome, est un aliment qui est riche en fibres. Tout d'abord en fibres indigestibles, insolubles, des fibres qui effectuent leur rôle d'agent osmotique de lest et de structurant des selles, permettant la stimulation des fibres musculaires du côlon et l'avancée des selles jusqu'à leur émission. Ce sont également des fibres qui peuvent être en partie fermentescibles et qui vont être fermentées par le microbiome colique, essentiellement ce microbiome qui va avoir un rôle important pour garantir la structure des selles également et la santé du côlon. Ces fibres sont les fructo-oligosaccharides, l'arabino-galactan ou les manano-ligosaccharides. Ces fibres permettent la fabrication d'un acide gras à chaîne courte qui est essentiel, le butyrate. C'est la première source d'énergie des colonocytes. Cette source d'énergie permet aux colonocytes d'être en bon état. C'est un facteur trophique. Ces colonocytes vont bien fonctionner et vont bien jouer leur rôle. Le gastro-intestinal biome a donc un rôle important lors de constipation pour favoriser la bonne consistance des selles, la bonne avancée des selles jusqu'à leur émission et finalement l'entretien de l'équilibre colique. Par ailleurs, le gastro-intestinal biome, au-delà de la source primitive d'énergie pour les colonocytes via la genèse de butyrate, est un aliment qui permet l'induction d'acides gras anti-inflammatoires. Ces acides gras qui vont induire des immunoglobulines M, permettant le maintien de l'immunotolérance et donc l'absence d'inflammation au sein du chorion du côlon, et la réduction des immunoglobulines A et des immunoglobulines G qui, elles, ont un rôle dans l'immunostimulation. En définitive et en résumé, le gastro-intestinal biome apporte des fibres dont la qualité est contrôlée, dont la quantité est optimisée, permettant la bonne avancée des selles avant leur émission et permettant la stabilité et l'équilibre du côlon, permettant un caractère anti-inflammatoire et gérant aussi l'immunité locale. En conclusion, constipation, occlusion sont des atteintes fréquentes chez le chat et qu'il faut savoir prendre en charge, avec des causes qui peuvent être fonctionnelles ou des causes qui peuvent être mécaniques à rechercher systématiquement via la réalisation de la récolte des indicateurs anamnestiques, d'une démarche diagnostique associant l'évaluation biologique, hématologique, biochimique et surtout électrolytique, l'évaluation radiographique, voire échographique et coloscopique,
et une prise en charge qui va associer le lavement sécurisé avec une analgésie et des soins antinauséeux associés et la prévention des récidives à l'aide de l'emploi des laxatifs et de l'alimentation dont l'apport en fibres est optimisé avec une qualité de fibre adaptée au maintien de la fonctionnalité du côlon, notamment les fibres fermentescibles. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Au revoir.